Dans les archives poussiéreuses d'un ancien domaine aujourd'hui disparu, quelque part entre les vallées reculées du Piémont et les terres brumeuses du Bas-Languedoc, circule depuis plus d'un siècle un récit que l'on raconte à voix basse, comme si le simple fait d'évoquer son existence pouvait réveiller quelque chose que l'histoire a tenté d'oublier. Il s'agit d'un épisode survenu vers la fin du XIXe siècle, à une époque où les frontières de l'Europe n'étaient que des lignes mouvantes et où certaines propriétés rurales, isolées du reste du monde, formaient de véritables micro-royaumes gouvernés par la volonté absolue de leur maître. L'incident en question concerne une demeure appelée autrefois le domaine de Rochebrune, un vaste ensemble composé d'une maison principale, de dépendances, d'un verger ancien et de hangars en bois dont il ne reste aujourd'hui que des pierres moussues et des souvenirs fragmentés. Selon les quelques documents préservés, lettres privées, mentions dans des registres paroissiaux, témoignages retrouvés dans des coffres familiaux, Rochebrune était alors dirigée par la marquise Éléonore de Valbreuse, une femme issue d'une lignée ancienne mais appauvrie, dont la réputation avait déjà traversé les villages alentours bien avant qu'elle n'apparaisse sur les lieux. On la décrivait comme une figure imposante, au port droit, au regard dur, parlant un français parfait, même lorsqu'elle s'adressait à ceux pour qui elle ne cachait pas son mépris, mais aussi comme quelqu'un dont les décisions semblaient parfois dictées par une logique impénétrable, presque rituelle. Lorsque la marquise arriva à Rochebrune, elle fut accompagnée d'un cortège de coffres venus d'Italie du Nord, de tapisseries délavées par le voyage, et surtout de 6 chiens massifs, des molosses qu'on disait dressés par un maître-chien autrichien reconnu pour ses méthodes extrêmes, animaux qu'elle appelait par des noms étranges pour la région, Trastevere, Savelli, Orsini, Visconti, Colonna et Farnèse, noms qui évoquaient davantage les grandes familles de la Renaissance que les vallées françaises. La population locale, superstitieuse comme souvent dans ces contrées rurales, y vit dès le début un mauvais présage, d'autant plus que la marquise avait fait installer derrière les écuries une structure en pierre et en bois dont l'usage n'était connu que d'elle, une sorte d'annexe fermée, munie d'un soupirail minuscule et d'un escalier menant à une pièce souterraine. Ce lieu, dont la fonction exacte n'a jamais été officiellement documentée, deviendrait pourtant le centre de l'épisode qui marquerait à jamais la mémoire des habitants de Rochebrune. À peine installée, la marquise réorganisa la vie du domaine avec une rigueur glaciale. Elle congédia une partie des gens du maison, modifia les horaires, imposa un protocole strict sur tout, de la manière de s'adresser à elle jusqu'à la gestion des récoltes, et c'est dans ce contexte, fait d'obéissance silencieuse et de règles inflexibles, qu'apparut une jeune femme dont le nom véritable reste inconnu. Les registres ne l'appellent que Mireille, un prénom qui semble avoir été imposé plutôt que choisi. On sait seulement qu'elle venait d'un domaine voisin récemment vendu, qu'elle avait environ 18 ans et qu'elle avait été transférée à Rochebrune pour des raisons qui ne furent jamais explicitement expliquées. Les rares témoins ayant parlé d'elle après les faits évoquent une jeune femme au regard intense, réservé mais étrangement calme, une personne qui observait davantage qu'elle ne parlait et qui, malgré sa position subalterne, paraissait conserver une forme de présence intérieure que la marquise remarqua très vite. Entre les deux femmes se construisit au fil des semaines une tension que personne ne put réellement nommer. Éléonore de Valbreuse fixait souvent Mireille plus longtemps que nécessaire, comme si elle cherchait à identifier dans ses yeux une résistance invisible, un éclat qu'elle n'arrivait ni à dominer ni à comprendre. Cette obsession grandissante, perceptible à travers des remarques, des changements d'affectation, parfois des exigences incompréhensibles, finit par troubler l'équilibre déjà fragile du domaine. Les chiens, eux, semblaient capter cette nervosité. Lorsqu'ils passaient près de la jeune femme, ils ne montraient ni agressivité ni affection, mais une vigilance étrange, comme s'ils reconnaissaient en elle quelque chose qui échappait aux humains. Au début du printemps 1891, un événement minuscule mais déterminant se produit. Une boîte en argent gravée disparut de la chambre de la marquise, un objet hérité d'une tante italienne et à laquelle elle tenait particulièrement. La disparition fut immédiatement attribuée à Mireille, bien que rien ne prouvât son implication. Pourtant, dans l'esprit de la marquise, l'affaire n'appelait aucune réflexion. Elle fit appeler la jeune femme dans la cour. Sous le ciel gris d'un matin encore froid, elle l'accusa d'une voix d'autant plus dangereuse qu'elle demeurait étrangement calme. Mireille, droite, expliqua qu'elle n'avait rien pris, qu'elle n'avait même pas approché la chambre la veille.
Mais ces paroles ne firent qu'attiser l'agacement silencieux de la marquise, qui voyait désormais dans le refus même un acte de défi. La décision tomba d'un ton tranchant. La jeune femme serait confinée dans la pièce souterraine jusqu'à nouvel ordre, le temps que la marquise juge nécessaire pour lui faire comprendre la notion d'obéissance. Ainsi, sous les yeux des quelques domestiques figés, Mireille fut conduite derrière les écuries, devant cette construction à demi enfouie dans le sol, où une porte de bois s'ouvrit sur des marches de pierre menant à une pièce souterraine. Ce lieu, dont la fonction exacte n'a jamais été officiellement documentée, deviendrait pourtant le centre de l'épisode qui marquerait à jamais la mémoire des habitants de Rochebrune. À peine installée, la marquise réorganisa la vie du domaine avec une rigueur glaciale. Elle congédia une partie des gens de maison, modifia les horaires, imposa un protocole strict sur tout, de la manière de s'adresser à elle jusqu'à la gestion des récoltes. Et c'est dans ce contexte, fait d'obéissance silencieuse et de règles inflexibles, qu'apparut une jeune femme dont le nom véritable reste inconnu. Les registres ne l'appellent que Mireille, un prénom qui semble avoir été imposé plutôt que choisi. On sait seulement qu'elle venait d'un domaine voisin, récemment vendu, qu'elle avait environ 18 ans et qu'elle avait été transférée à Rochebrune pour des raisons qui ne furent jamais explicitement qu'expliquées. Les rares témoins ayant parlé d'elle après les faits évoquent une jeune femme au regard intense, réservée, mais étrangement calme. Une personne qui observait davantage qu'elle ne parlait, et qui, malgré sa position subalterne, paraissait conserver une forme de présence intérieure, que la marquise remarqua très vite. Entre les deux femmes se construisit au fil des semaines une tension que personne ne put réellement nommer. Éléonore de Valbreuse fixait souvent Mireille plus longtemps que nécessaire, comme si elle cherchait à identifier dans ses yeux une résistance invisible, un éclat qu'elle n'arrivait ni à dominer ni à comprendre. Cette obsession grandissante, perceptible à travers des remarques, des changements d'affectation, parfois des exigences incompréhensibles, finit par troubler l'équilibre déjà fragile du domaine. Les chiens, eux, semblaient capter cette nervosité. Lorsqu'ils passaient près de la jeune femme, ils ne montraient ni agressivité ni affection, mais une vigilance étrange, comme s'ils reconnaissaient en elle quelque chose qui échappait aux humains. Au début du printemps 1891, un événement minuscule mais déterminant se produit. Une boîte en argent gravée disparut de la chambre de la marquise, un objet hérité d'une tante italienne et à laquelle elle tenait particulièrement. La disparition fut immédiatement attribuée à Mireille, bien que rien ne prouvât son implication. Pourtant, dans l'esprit de la marquise, l'affaire n'appelait aucune réflexion. Elle fit appeler la jeune femme dans la cour, sous le ciel gris d'un matin encore froid, et l'accusa d'une voix d'autant plus dangereuse qu'elle demeurait étrangement calme. Mireille, droite, expliqua qu'elle n'avait rien pris, qu'elle n'avait même pas approché la chambre la veille, mais ces paroles ne firent qu'attiser l'agacement silencieux de la marquise, qui voyait désormais dans le refus même un acte de défi. La décision tomba d'un ton tranchant. La jeune femme serait confinée dans la pièce souterraine jusqu'à nouvel ordre, le temps que la marquise juge nécessaire pour lui faire comprendre la notion d'obéissance. Ainsi, sous les yeux des quelques domestiques figés, Mireille fut conduite derrière les écuries, devant cette construction à demi enfouie dans le sol, où une porte de bois s'ouvrit sur des marches de pierre menant à une pièce souterraine. Ce lieu, dont la fonction exacte n'a jamais été officiellement documentée, deviendrait pourtant le centre de l'épisode qui marquerait à jamais la mémoire des habitants de Rochebrune. À peine installée, la marquise réorganisa la vie du domaine avec une rigueur glaciale. Elle congédia une partie des gens de maison, modifia les horaires, imposa un protocole strict sur tout, de la manière de s'adresser à elle jusqu'à la gestion des récoltes. Et c'est dans ce contexte, fait d'obéissance silencieuse et de règles inflexibles, qu'apparut une jeune femme dont le nom véritable reste inconnu. Les registres ne l'appellent que Mireille, un prénom qui semble avoir été imposé plutôt que choisi. On sait seulement qu'elle venait d'un domaine voisin récemment vendu, qu'elle avait environ 18 ans et qu'elle avait été transférée à Rochebrune pour des raisons qui ne furent jamais explicitement expliquées. Les rares témoins ayant parlé d'elle après les faits évoquent une jeune femme au regard intense, réservée, mais étrangement calme. Une personne qui observait davantage qu'elle ne parlait et qui, malgré sa position subalterne, paraissait conserver une forme de présence intérieure, que la marquise remarqua très vite. Entre les deux femmes se construisit au fil des semaines une tension que personne ne put réellement nommer. Éléonore de Valbreuse fixait souvent Mireille plus longtemps que nécessaire, comme si elle cherchait à identifier dans ses yeux une résistance invisible, un éclat qu'elle n'arrivait ni à dominer ni à comprendre.
Cette obsession grandissante, perceptible à travers des remarques, des changements d'affectation, parfois des exigences incompréhensibles, finit par troubler l'équilibre déjà fragile du domaine. Les chiens, eux, semblaient capter cette nervosité. Lorsqu'ils passaient près de la jeune femme, ils ne montraient ni agressivité ni affection, mais une vigilance étrange, comme s'ils reconnaissaient en elle quelque chose qui échappait aux humains. Au début du printemps 1891, un événement minuscule mais déterminant se produit. Une boîte en argent gravée disparut de la chambre de la marquise, un objet hérité d'une tante italienne et à laquelle elle tenait particulièrement. La disparition fut immédiatement attribuée à Mireille, bien que rien ne prouvât son implication. Pourtant, dans l'esprit de la marquise, l'affaire n'appelait aucune réflexion. Elle fit appeler la jeune femme dans la cour, sous le ciel gris d'un matin encore froid, et l'accusa d'une voix d'autant plus dangereuse qu'elle demeurait étrangement calme. Mireille, droite, expliqua qu'elle n'avait rien pris, qu'elle n'avait même pas approché la chambre la veille. Mais ces paroles ne firent... Lorsque Mireille franchit le seuil de la dépendance, un silence presque cérémoniel envahit le domaine de Rochebrune. Un silence si dense qu'il semblait absorber le moindre souffle de vent entre les arbres tordus par l'orage. La jeune femme, encore pâle de l'enfermement, se tenait droite, sans agressivité, mais avec une assurance nouvelle, comme si l'obscurité dans laquelle elle avait été tenue captive avait réveillé en elle une force longtemps contenue, incomprise, mais indéniablement présente, et les 6 chiens, immobiles autour d'elle, formaient une sorte de cortège étrange, une cohorte silencieuse qui contrastait avec leur réputation de bêtes difficiles, nerveuses, jamais véritablement apaisées. La marquise Éléonore de Valbreuse observait la scène depuis le perron, son visage fermé trahissant pourtant une hésitation inhabituelle, une nuance presque imperceptible d'inquiétude, car elle comprenait soudain que le rapport de force, ce mécanisme qu'elle avait toujours maîtrisé, venait de se fissurer au moment précis où la jeune femme avait levé les yeux vers elle. Cette fissure, d'abord invisible, devint plus concrète lorsque Mireille s'avança lentement vers la cour, les chiens la suivant comme un groupe discipliné, et que personne n'osa bouger. Ni les valets fatigués par la tempête, ni la gouvernante qui, depuis des années, servait la marquise sans un mot, ni même les journaliers qui étaient sortis des étables pour observer ce qui ressemblait à un renversement d'ordre. La marquise tenta d'abord de reprendre le contrôle par la voix, de ce ton tranchant dont elle usait pour imposer sa volonté, mais ces mots se perdirent dans l'air humide, résonnant étrangement sans produire l'effet habituel. Les chiens, au lieu de réagir à son appel, tournèrent simplement la tête vers Mireille comme s'ils attendaient sa réaction plutôt que la sienne, et c'est là que se fit sentir le véritable basculement. Ce n'était pas tant de la rébellion, ni même une quelconque forme de défi ouvert, mais une sorte de déconnexion progressive entre la marquise et ce qu'elle considérait comme son autorité naturelle. La jeune femme, elle, ne prononça rien dans un premier temps, se contentant d'observer les alentours comme si elle évaluait l'espace, les distances, les tensions, les regards que l'on posait sur elle, avant de se tourner enfin vers Éléonore de Valbreuse avec un calme presque déroutant. Cette simple action, ce mouvement mesuré, fit naître chez les témoins un frisson subtil, car jamais depuis l'arrivée de la marquise sur ces terres, quelqu'un ne l'avait regardée de cette manière, sans crainte, sans arrogance, mais avec une clarté intérieure qui semblait dire « Je sais ce que vous ignorez encore ». Il y avait dans cette posture quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui dépassait les simples rapports hiérarchiques du domaine et touchait à une dimension plus profonde, plus intime, comme si Mireille revenait d'un lieu où la marquise n'avait aucun pouvoir, une zone d'ombre que même elle, avec toute son assurance, ne pourrait jamais contrôler. Lorsqu'Éléonore ordonna finalement qu'on ramène les chiens dans l'enclos, les chiens ne bougèrent pas. Lorsqu'elle commanda que l'on raccompagne Mireille dans les quartiers du personnel, personne n'osa l'approcher, paralysé par un instinct qu'aucun mot ne pouvait expliquer logiquement. La marquise, piquée dans sa fierté, avança elle-même de quelques pas, mais la manière dont Trastevere, le plus imposant des chiens, se plaça légèrement en travers de son chemin, la força à s'arrêter, non pas parce qu'il montrait une menace, mais parce que l'acte lui-même était inédit, impossible à interpréter selon ses catégories habituelles. Ce fut alors que les murmures commencèrent à circuler parmi les domestiques, d'abord comme des impressions, puis comme des certitudes murmuraient près des portes, près des puits, dans l'ombre des cuisines. Certains disaient que Mireille, dans la pièce souterraine, avait réussi à dompter les chiens par une forme de calme que la marquise n'avait jamais su reconnaître. D'autres affirmaient qu'elle avait simplement survécu à un lieu où personne, homme ou bête, n'aurait gardé son esprit intact sans trouver un appui inattendu,
Quelques-uns murmuraient même qu'elle avait parlé aux chiens, mais non avec des mots, avec un langage silencieux, fait d'attente, de patience, de présence, un langage que seule la nature la plus profonde comprend. Éléonore, de son côté, refusait d'admettre la moindre faiblesse ou la moindre défaillance dans les événements, mais ceux qui la servaient depuis longtemps virent bien qu'une inquiétude nouvelle la rongeait, une inquiétude qui se dissimulait mal derrière ses gestes nerveux lorsqu'elle traversait les corridors du domaine, derrière les ordres répétés qu'elle donnait sans nécessité réelle, comme si elle tentait de multiplier les actes d'autorité pour compenser la perte invisible qui la hantait. Les jours suivants ne firent qu'accentuer cette tension latente, car Mireille, au lieu de se montrer intimidée, évoluait désormais sur le domaine avec une tranquillité inattendue, accomplissant ses tâches sans se presser, observée en permanence par les chiens qui semblaient se répartir autour d'elle comme des sentinelles. Cette présence animale, constante, était à la fois étrange et fascinante. Jamais un membre du personnel n'avait vu ces bêtes se déplacer avec une telle cohérence, non plus comme instruments de domination, mais comme compagnons attentifs. Et certains racontèrent plus tard que la nuit, les chiens se tenaient parfois dans la cour, immobiles, regardant en direction de la chambre où dormait Mireille, comme s'ils exécutaient une veille que personne ne leur avait demandée. La marquise, témoin de ces comportements insolites, sentit son contrôle lui échapper peu à peu, non pas par des actes ouverts de désobéissance humaine, mais par une transformation subtile, presque invisible, dans la manière dont les équilibres ancestraux de la maison semblaient se réarranger loin de son autorité. Elle tenta de reprendre la main en consultant un vétérinaire d'un village éloigné, un homme réputé pour comprendre les animaux les plus intractables. Mais lorsqu'il arriva au domaine et observa le comportement des chiens autour de Mireille, il resta perplexe, affirmant simplement que quelque chose les liait, quelque chose qu'il ne pouvait ni nommer ni modifier. Et plus les jours passaient, plus les habitants du domaine se rendaient compte que les événements n'étaient pas des simples coïncidences. Une atmosphère nouvelle, presque vibrante, enveloppait Rochebrune. Un mélange de crainte, d'attente et de fascination qui mena progressivement le personnel à éviter le regard de la marquise, non pas par insolence, mais parce qu'il sentait confusément qu'un autre centre de gravité venait de naître dans ce lieu isolé. Les rumeurs atteignirent même les villages voisins, où l'on commençait à parler de « la jeune femme des chiens », expression répétée au marché, dans les églises, sur les chemins de terre, saillant comme une légende en formation. Cela exaspéra Éléonore, qui voyait sa réputation menacée par un phénomène qu'elle n'avait pas anticipé. Un soir, incapable de tolérer plus longtemps ce qu'elle percevait comme une humiliation silencieuse, elle fit appeler Mireille dans le grand salon, un espace austère aux tapisseries italiennes sombres, et exigea qu'elle rompe l'influence étrange qu'elle exerçait sur les chiens. Mais Mireille, sans insolence, lui répondit simplement qu'elle n'exerçait aucune influence, qu'elle ne commandait pas, qu'elle ne possédait rien. Elle ajouta d'une voix calme « Ils comprennent ce que vous ne voyez pas ». Cette phrase, simple et énigmatique, résonna dans la pièce comme une gifle invisible, car la marquise y perçut une menace qu'elle ne parvenait pas à définir. Après cette entrevue, un changement presque imperceptible s'installa. La marquise commençait à éviter certaines pièces, comme si l'air y pesait trop lourd. Elle ordonna que l'on ferme certaines portes la nuit comme pour empêcher quelque chose d'entrer ou de sortir, et surtout elle se mit à surveiller Mireille depuis les fenêtres, depuis les étages, depuis les corridors, avec une attention presque maladive. Le personnel, témoin de cette spirale, comprit que la situation dépassait désormais la simple incompréhension. Rochebrune était en train de se diviser en deux pôles silencieux, celui de la marquise, de son autorité qui s'effritait, et celui de Mireille, entouré de 6 chiens dont la loyauté était inexplicable. Et tandis que l'été approchait, lourd, orageux, chargé de présages, un sentiment grandissait parmi tous ceux qui vivaient dans le domaine. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui dépasserait la logique, quelque chose que personne ne pourrait empêcher. À mesure que l'été s'installait sur le domaine de Rochebrune, apportant avec lui une chaleur lourde et persistante qui semblait s'infiltrer jusque dans les murs épais de la maison principale, les tensions silencieuses qui parcouraient le domaine s'intensifièrent, se changeant en une sorte de présence diffuse que chacun percevait sans pouvoir la nommer. La marquise Éléonore de Valbreuse, d'ordinaire si assurée, se surprenait à sursauter au moindre bruit, à accélérer le pas lorsqu'elle traversait seule un couloir assombré, comme si elle craignait que quelque chose ou quelqu'un surgisse derrière elle. Cette nervosité devant perceptible même pour les domestiques les plus discrets, ceux qui se faisaient habituellement oublier mais qui, cette fois, échangeaient des regards troublés, conscients que la maîtresse des lieux avait perdu une part de sa maîtrise ordinaire. Les chiens, quant à eux, continuaient de suivre Mireille comme des ombres attentives, non pas oppressantes, mais déterminées.
Et ce comportement, loin de se dissiper, semblait s'organiser selon une cohérence croissante. Certains la précédaient, d'autres la suivaient, d'autres encore se plaçaient légèrement en retrait, comme si une dynamique interne à leur groupe s'était formée autour d'elle, une dynamique dont la logique échappait totalement à la marquise. Ce fut à cette période que survint un événement que beaucoup de témoins rapportèrent plus tard comme l'un des signes les plus frappants du basculement progressif du domaine. Un soir de juin, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que la lumière devenait rougeoyante, Mireille traversa seule le verger pour regagner la maison. Et l'on raconte que les 6 chiens, dispersés dans la cour, se redressèrent simultanément avant de converger vers elle avec une synchronisation parfaite, formant autour de sa silhouette une sorte de halo mouvant. Ceux qui observèrent la scène, depuis les fenêtres du premier étage, notamment la gouvernante et 2 couturières, jurèrent plus tard avoir senti une sensation étrange, comme si le domaine respirait différemment autour de Mireille, comme si l'air même se densifiait sur son passage. Malgré ces observations troublantes, la jeune femme se comportait avec une sobriété désarmante, accomplissant ses tâches avec calme, répondant aux nécessités quotidiennes sans jamais se départir de cette retenue silencieuse qui lui avait valu, avant même les événements, l'attention de la marquise. Toutefois, quelque chose avait définitivement changé en elle. Sa démarche avait gagné en assurance, son regard semblait plus profond, comme s'il contenait désormais une certitude interdite, forgée dans les ténèbres de la pièce souterraine. On raconte, bien que cela reste une rumeur, que certains domestiques la surprirent parfois dans la grange ou sous le grand chêne du jardin, assise en silence, entourée des chiens immobiles, comme si elle partageait avec eux un langage muet. Ce lien inexplicable devint une source d'inquiétude majeure pour Éléonore de Valbreuse, qui commença à percevoir dans cette relation silencieuse non pas un attachement naturel, mais une menace diffuse, une forme de contre-pouvoir qui, sans jamais se manifester ouvertement, sapait progressivement l'ordre qu'elle avait imposé pendant des années. Plus la marquise tentait de rationaliser la situation, en évoquant auprès du vétérinaire appelé une nouvelle fois la possibilité d'un trouble collectif, ou en parlant à demi-mot d'une forme d'hystérie contagieuse, plus le phénomène prenait une ampleur qui échappait aux explications rationnelles. Il y eut, durant ces semaines lourdes et irrespirables, de nombreux épisodes étranges que les journaliers racontèrent encore des décennies plus tard. Un matin, alors que l'on s'attendait à voir les chiens errer dans la cour comme à leur habitude, ils furent retrouvés tous les 6 assis devant la porte arrière de la maison, comme s'ils attendaient Mireille, alors que celle-ci n'était pas encore sortie de ses quartiers. Un autre jour, alors que la marquise tentait d'appeler un des chiens par son nom d'un ton ferme, celui-ci tourna la tête vers elle, puis reprit sa position près de Mireille, sans accorder à Éléonore la moindre attention, ce qui, pour la marquise, constituait un affront direct, un signe tangible de la perte de son autorité. Ces manifestations, qui auraient pu paraître anecdotiques dans tout autre contexte, devinrent à Rochebrune autant de preuves d'un désordre profond, presque invisible, mais palpable. Chaque geste, chaque regard, chaque silence nourrissait un climat de bascule qui ne cessait de s'alourdir. Au milieu de cette atmosphère crispée, les relations humaines elles aussi commencèrent à se modifier. Les domestiques, bien que toujours prudents, se montraient moins soumis à l'autorité de la marquise, non pas par rébellion consciente, mais parce que l'étrangeté des événements détournait peu à peu l'axe du pouvoir. Certains prirent l'habitude de jeter un coup d'œil vers Mireille avant d'exécuter un ordre difficile, comme si sa simple présence leur offrait une forme de réconfort. D'autres, sans s'en rendre compte, adoptèrent une posture plus réservée devant Éléonore, un signal que leur loyauté silencieuse se déplaçait progressivement. La marquise, sentant ce glissement invisible, renforça ses contrôles. Elle inspectait les chambres à des heures inhabituelles, observait les conversations depuis l'escalier, interrogeait le personnel pour des détails insignifiants. Mais comme souvent lorsque la peur se mêle au pouvoir, ces gestes n'eurent pour effet que d'amplifier la tension et d'accentuer la perception générale d'un déséquilibre irréversible. Un soir de juillet, alors que l'air était si chaud que les rideaux semblaient coller aux fenêtres, un incident se produisit qui fit basculer la situation vers un seuil encore plus inquiétant. La marquise, excédée par ce qu'elle appelait désormais la comédie de la jeune femme, se rendit à la cour afin de rappeler les chiens dans leur enclos, convaincue qu'une démonstration de fermeté suffirait à restaurer l'ordre.
Mais lorsqu'elle tenta d'approcher Colonna, celui-ci s'éloigna d'un pas mesuré, sans agressivité, mais avec une détermination claire. Éléonore, vexée, tenta une seconde fois, avançant d'un mouvement énergique. Mais cette fois, Visconti se plaça devant elle, toujours sans menace, mais avec une posture suffisamment affirmée pour lui barrer le chemin. Certains domestiques, qui observaient la scène depuis les écuries, racontèrent plus tard qu'ils avaient senti un frisson remonter leur colonne vertébrale, non pas parce qu'ils craignaient une attaque, mais parce qu'ils comprirent instantanément que la marquise venait de franchir un point de non-retour. Pour la première fois depuis son arrivée, Rochebrune ne lui répondait plus. Ce fut de ce soir-là que les bruits commencèrent réellement. Des pas entendus dans le couloir alors qu'il n'y avait personne, des chuchotements discrets provenant du verger désert, des éclats de lumière fugace aperçus derrière les vitres alors que la maison était plongée dans l'obscurité. Certains domestiques se plaignirent pour la première fois de ne plus parvenir à dormir, éveillés par une sensation de présence inconnue, comme si le domaine lui-même se transformait tout sous leurs pieds. La marquise, profondément perturbée, fit venir un prêtre d'un village voisin, prétextant un besoin de bénédiction pour le domaine. Mais lorsqu'il arriva et observa la tension silencieuse qui coulait dans les murs, il resta longtemps pensif, avant de déclarer que certains lieux gardent trop bien ce content d'y enfouir. Ces mots, énigmatiques et peu rassurants, accentuèrent la crise intérieure d'Éléonore, qui se sentait de plus en plus acculée, piégée dans un domaine qui lui échappait progressivement. Mireille, quant à elle, demeurait étonnamment calme, comme si elle voyait se dérouler autour d'elle une mécanique que les autres ne comprenaient pas. Elle parlait peu, mais ceux qui prêtaient attention remarquèrent que la jeune femme semblait écouter le domaine autant qu'elle y évoluait. Elle s'arrêtait parfois près d'un mur, posait la main sur le bois, ou observait longtemps les hauteurs de la maison, comme si elle percevait des choses imperceptibles pour les autres. Les chiens demeuraient à ses côtés en toutes circonstances, non pas comme une garde au sens strict, mais comme s'ils partageaient un même souffle, un même rythme. Et tandis que la chaleur atteignait son paroxysme et que la marquise sombrait dans une agitation toujours plus nerveuse, un événement inattendu annonça que la tension allait bientôt atteindre un niveau où rien ne pourrait plus revenir à la normalité. Un matin d'août, alors que le soleil se couchait d'à peine, on découvrit à l'entrée du domaine une vieille valise en cuir, marquée d'un symbole que personne ne reconnut, et contenant des documents dont le contenu, une fois porté à la connaissance de la marquise, déclencha chez elle une réaction si brutale qu'elle fit enfermer ses papiers dans son armoire personnelle et interdit formellement que personne n'en parle. Personne ne sut jamais ce qui était écrit dans ces feuillets, mais ce jour-là, le visage d'Éléonore changea. Son regard se fit plus froid, sa voix plus tranchante, et elle sembla prendre une décision secrète, une décision que tous sentaient dangereuse, sans jamais savoir à quel point. Ainsi commença la dernière phase de l'été, la phase où chaque souffle semblait annoncer une rupture imminente, où chaque nuit devenait plus difficile que la précédente, et où la jeune femme et la marquise semblaient être les deux pôles d'une force qui dépassait leur simple opposition. Et tous, du plus jeune des valettes au plus ancien des journaliers, savaient déjà que quelque chose allait rompre, mais nul ne pouvait imaginer comment. À partir du moment où la mystérieuse valise en cuir fut découverte à l'entrée du domaine de Rochebrune, portant ce symbole indéchiffrable gravé dans sa matière vieillie, quelque chose s'altéra définitivement dans l'air du domaine. Comme si une frontière invisible avait été franchie, libérant une série d'événements que personne n'était en mesure d'interrompre. La marquise Éléonore de Valbreuse, qui jusqu'alors oscillait entre inquiétude et autorité malade, sembla trouver dans le contenu de ces documents une confirmation de ses pires appréhensions, un écho à des angoisses anciennes que même son entourage le plus proche ignorait. Depuis ce jour-là, elle se mit à verrouiller sa chambre en permanence, à cacher une clé supplémentaire dans un coffret dissimulé sous une latte du parquet, comme si elle craignait qu'on tente de pénétrer chez elle pour découvrir quelque chose qu'elle seule avait le droit de voir. Parallèlement, le personnel observait de plus en plus souvent Mireille s'attarder près des endroits où la marquise passait de longues minutes immobile. Les fenêtres du premier étage, l'orangerie dont elle interdisait l'accès depuis des années, les escaliers menant au grenier que personne ne fréquentait, et ce simple fait alimentait les murmures selon lesquels un lien secret existait entre la jeune femme et la marquise, non pas un lien visible ou verbal, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond,
comme si deux forces opposées s'étaient mises en mouvement depuis le jour de l'enfermement sous terre. Les chiens, quant à eux, avaient affiné leur comportement. Ils n'étaient plus seulement des compagnons vigilants, mais semblaient désormais anticiper les déplacements de Mireille, la précédant de quelques pas, s'arrêtant lorsqu'elle s'arrêtait, scrutant des zones que personne ne regardait d'habitude. Et parfois, au cœur de la nuit, on les entendait marcher ensemble dans la cour, comme s'ils effectuaient une ronde silencieuse, réglée selon un rythme que ni l'homme ni la logique ne pouvaient comprendre. L'atmosphère du domaine devint si dense qu'on avait l'impression que chaque objet, une chaise, une vieille malle, une porte entr'ouverte, portait une tension latente, une attente inquiétante. Certains domestiques furent saisis de cauchemars étranges. La gouvernante rêva plusieurs nuits consécutives d'une forme blanche se tenant près de son lit, immobile, silencieuse. Un jeune garçon d'écurie fit une crise de panique après avoir cru entendre des voix dans le cellier alors qu'il n'y avait personne. Le cuisinier lui-même, pourtant robuste et peu enclin à la superstition, affirma qu'une nuit, en allant chercher de l'eau près du puits, il avait senti une impression glaciale, comme si quelque chose d'invisible l'observait derrière son épaule. Au milieu de cette tourmente silencieuse, la marquise prit la décision de quitter le domaine pour quelques jours, prétextant une visite à une cousine éloignée. Mais le personnel comprit vite qu'il s'agissait d'un acte motivé par la peur et non pas par une obligation familiale. Elle avait emballé ses affaires dans la précipitation, vérifié 2 fois la serrure de son confortier et ordonné à tous de ne laisser entrer personne pendant son absence. Elle semblait persuadée qu'en s'éloignant de Rochebrune, elle parviendrait à reprendre ses esprits, à retrouver ce sentiment de domination qu'elle avait perdu sans comprendre comment. Pourtant, à peine était-elle partie qu'un phénomène inattendu se produisit. Le domaine se calma. Les domestiques rapportèrent que les nuits devinrent plus paisibles, que le brise inexplicable cessèrent, que l'air semblait moins pesant. Mireille, quant à elle, sortit davantage, marchant dans le verger, s'asseyant parfois à l'ombre d'un arbre, entourée des chiens qui semblaient eux aussi moins tendus. Ce répit, si bref soit-il, donnait l'impression que la marquise, loin du domaine, emportait avec elle une part du trouble, comme si l'origine profonde des perturbations ne résidait pas en un phénomène extérieur, mais en quelque chose qui circulait entre elle et le Rochebrune depuis sa première arrivée. Toutefois, cette période de calme relatif ne dura qu'une semaine, car dès que la marquise annonça son retour, quelques heures avant qu'elle ne franchisse de nouveau la grille de l'allée principale, des signes inquiétants réapparurent. Un vase tomba sans raison du rebord d'une fenêtre, une porte se referma brusquement alors qu'il n'y avait aucun courant d'air, et l'un des chiens, Orsini, se mit à gémir doucement en fixant un point précis du mur de la salle de manger, comme s'il percevait quelque chose que les humains ne pouvaient ni voir ni comprendre. Lorsque la marquise réapparut finalement, sa présence sembla raviver instantanément la tension du domaine. Les chiens se regroupèrent autour de Mireille avec une vigilance redoublée, les domestiques devinrent nerveux, et même la lumière dans les pièces paraissait plus hésitante, comme filtrée par une inquiétude silencieuse. Éléonore, de son côté, réapparut changée. Son visage était plus pâle, ses gestes plus secs, et surtout, ses yeux, ordinairement vifs et perçants, portaient désormais une lueur indéfinissable, un mélange de fatigue et d'obsession. Elle convoqua immédiatement son notaire, exigeant que certains documents soient modifiés en urgence. Personne ne sut jamais lesquels, puis ordonna que l'on resserre la surveillance du domaine, comme si elle craignait une intrusion ou une fuite. C'est dans ce contexte qu'un soir, alors que la chaleur était devenue presque suffocante, elle convoqua Mireille dans le grand salon, cette pièce étouffante, décorée de tapisseries représentant des scènes mythologiques. Les chiens restèrent dans le corridor, silencieux mais alertes. La marquise, debout face à la cheminée éteinte, commença par demander d'une voix froide si Mireille savait ce que contenaient les documents de la valise. La jeune femme répondit calmement qu'elle n'en savait rien, mais qu'elle avait perçu l'inquiétude que la marquise tentait de simuler. Cette remarque, anodine en apparence, déclencha chez Éléonore une réaction brutale. Elle perdit momentanément son sang-froid, accusant Mireille d'avoir provoqué le déséquilibre du domaine, d'avoir attiré autour d'elle une influence obscure, d'avoir brisé un ordre soigneusement établi. Pourtant,
Au fur et à mesure que les mots sortaient de sa bouche, sa voix tremblait légèrement, comme si elle craignait ce qu'elle tentait d'exprimer. Mireille, toujours calme, répondit que rien de ce qui se déroulait n'était né de sa volonté, que ce qui se passait à Rochebrune existait en réalité depuis longtemps, bien avant son arrivée, et que la marquise avait, sans le savoir, réveillé quelque chose qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ces paroles prononcées sans colère, mais avec une certitude tranquille, eurent l'effet d'un coup porté au cœur de l'orgueil d'Éléonore, qui resta un instant silencieuse, presque déstabilisée, avant de congédier brusquement Mireille d'un geste irrité. Ce soir-là, la marquise ne dormit pas. Des domestiques l'entendirent marcher dans sa chambre, ouvrir, puis refermer violemment des tiroirs, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne parvenait plus à retrouver. Dans la cour, les chiens se rassemblèrent en cercle, une attitude qu'ils n'avaient encore jamais adoptée, et restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Au lever du jour, une brume épaisse avait envahi l'ensemble du domaine, une brume si dense qu'on distinguait à peine les arbres les plus proches, comme si le paysage avait perdu ses contours. Lorsque cette brume se dissipa enfin, les domestiques découvrirent un détail qui fit frémir tout le personnel. Une porte du grenier, celle que la marquise gardait toujours verrouillée, était ouverte, entr'ouverte en réalité, comme si poussée par une main invisible. Personne n'y monta ce matin-là, mais tous comprirent que Rochebrune n'était plus simplement un lieu où quelque chose se dérangeait, c'était devenu un lieu où l'histoire elle-même semblait vouloir se défaire de ses coutures. Et au centre de cette transformation, deux forces continuaient à s'opposer. Mireille avec son calme étrange et son lien inexplicable avec les chiens, et Éléonore de Valbreuse, dont l'autorité se dissolvait comme une ombre à mesure que l'été avançait. Chacun désormais attendait la rupture, inévitable. Ce fut au début du mois de septembre que l'atmosphère du domaine de Rochebrune atteignit un degré de tension presque insoutenable, comme si chaque pierre, chaque marche, chaque poutre de la demeure retenait son souffle dans l'attente d'un événement décisif. La brume apparue au petit matin se répandait désormais régulièrement dans les couloirs du domaine, montant parfois les escaliers sans raison, s'attardant près des portes que personne n'ouvrait, donnant l'impression que la maison elle-même essayait d'avertir ses habitants de quelque chose d'imminent. La marquise Éléonore de Valbreuse, plus pâle que jamais, se replia sur elle-même, passant de longues heures enfermée dans son cabinet à relire les feuillets de la mystérieuse valise, prenant des notes d'une écriture nerveuse, annotant les marges de phrases dont la signification échappait aux domestiques lorsqu'ils apercevaient furtivement ces papiers. Il paraissait évident à tous que ces documents réveillaient chez elle des angoisses anciennes, liées sans doute à l'histoire de sa famille dont elle ne parlait jamais, si ce n'est pour évoquer le prestige d'un nom et d'un blason oublié, mais jamais les zones d'ombre qui entouraient certains ancêtres. Elle en vint même à faire mander discrètement un antiquaire érudit d'une ville proche, sous prétexte d'expertiser des objets personnels, mais l'homme, après une inspection minutieuse de plusieurs symboles figurant sur les parchemins, repartit avec un visage préoccupé et un silence obstiné, refusant d'émettre la moindre hypothèse. Pendant ce temps, Mireille continuait d'évoluer dans le domaine avec cette tranquillité singulière qui semblait contraster de plus en plus avec l'état nerveux de la marquise. Les 6 chiens l'accompagnaient toujours, mais leur comportement avait lui aussi changé. Ils n'étaient plus seulement des gardiens silencieux, mais semblaient désormais se coordonner comme un groupe conscient de participer à une tension plus vaste, se plaçant aux entrées, observant les fenêtres, comme s'ils percevaient des déplacements invisibles dans les murs ou dans l'air. Plusieurs domestiques rapportèrent qu'à certaines heures du soir, on entendait des gémissements à peine audibles provenant du grenier, cet espace interdit que la marquise faisait verrouiller depuis toujours, et qu'une lueur vacillante apparaissait parfois sous la porte, comme si une bougie y brûlait alors que personne n'y était monté. Un jeune valet affirma même avoir senti une vibration étrange sous ses pieds lorsqu'il était passé devant l'escalier menant au grenier, une sensation brève, comme un souffle, un battement qui lui donna des frissons. Ces phénomènes, qui auraient pu passer pour de simples illusions dans une maison ancienne, devinrent d'autant plus inquiétants qu'ils se multipliaient à mesure que l'état psychologique de la marquise se dégradait. Elle mangeait à peine, dormait mal, sursautait au moindre bruit et parlait parfois seule dans les couloirs, murmure troublant que plusieurs domestiques surprirent sans jamais en comprendre les mots. Le domaine, autrefois régi par son ordre strict, semblait glisser dans une sorte de dérèglement où les règles anciennes ne tenaient plus, où les gestes quotidiens prenaient des contours imprécis, où même la lumière du jour semblait hésiter à pénétrer dans la maison.
C'est dans ce climat inquiétant qu'un soir, peu après le coucher du soleil, la marquise convoqua tout le personnel dans la grande salle pour une annonce qui stupéfia chacun. Elle déclarait qu'à partir de ce jour, certaines zones du domaine seraient formellement interdites à tous. Le grenier, évidemment, mais aussi une partie de la bibliothèque, l'orangerie et même la vieille chapelle abandonnée située au fond du verger que personne n'avait visitée depuis des années. Elle ajouta qu'elle organiserait elle-même une inspection quotidienne de ces lieux afin d'éviter toute intrusion indésirable, une expression qui suscita un frisson dans l'assemblée tant sa voix avait pris une tonalité presque incantatoire. Mireille, présente parmi les domestiques, demeura silencieuse, observant la marquise avec une attention calme qui fit détourner le regard à plusieurs servantes. Ce soir-là, alors que le personnel regagnait ses quartiers, la marquise se rendit seule dans la bibliothèque où elle s'enferma. Mais ce qui se déroula ensuite fut observé par la gouvernante qui passa par hasard dans le couloir. Elle vit de la lumière filtrer sous la porte, puis entendit un bruit sourd, comme si un objet lourd avait été déplacé. La gouvernante raconta plus tard que, malgré la peur, elle s'était approchée de la porte et avait entendu la marquise prononcer des mots dans une langue qu'elle ne reconnut pas, une langue au rythme lent, presque cérémoniel, qui la fit reculer brusquement. Au même moment, dans la cour, les chiens se dressèrent sur leurs pattes, leurs oreilles pointées vers la bibliothèque, tandis que Mireille, assise près de l'abreuvoir, leva lentement la tête comme si elle percevait quelque chose qui échappait aux autres. L'air se fit encore plus lourd, et lorsque la marquise ressortit finalement de la bibliothèque, son visage était si pâle que même les domestiques les plus réticents à parler estimèrent qu'elle avait franchi une frontière invisible. Les jours suivants furent marqués par une série d'épisodes encore plus troublants. Des portes s'ouvraient toutes seules au milieu de la nuit. Le vent semblait s'engouffrer dans des pièces totalement closes, et des objets changeaient de place sans que personne n'y touche. Le personnel, terrorisé, se mit à quitter les chambres avant la tombée de la nuit pour se rassembler à plusieurs dans l'ancienne cuisine, persuadés que quelque chose, quelque force à l'œuvre, circulait dans les couloirs à partir du crépuscule. La marquise, elle, se réfugiait de plus en plus dans sa chambre, passant des heures à fixer ses papiers comme si elle cherchait à déchiffrer une énigme dont dépendait sa propre survie. Un soir, alors que la tension avait atteint un point de rupture, un événement fit basculer Rochebrune dans une phase encore plus inquiétante. Un grondement, d'abord lointain, se fit entendre depuis le grenier, un son bassement résonnant, comme si quelque chose avait mougé dans cet espace pourtant désert. Les chiens disséminés dans la cour levèrent tous d'un même coup leurs agues et se mirent à avancer lentement vers la maison, leurs pas mesurés résonnant sur les pavés comme une procession. Mireille, qui se trouvait dans le potager avec 2 domestiques, se redressa immédiatement et fixa la maison sans cligner des yeux, son visage éclairé par la lueur déclinante du soir. La marquise, alertée par le bruit, sortit précipitamment de sa chambre, les mains tremblantes, et se posta au pied des escaliers du grenier, comme si elle s'attendait à voir apparaître quelque chose d'effrayant. Mais ce ne fut pas une forme, ni un objet qui surgit. Ce fut une odeur, à peine perceptible. Un parfum d'herbes anciennes, de papier brûlé, de cire chaude, un mélange que la marquise reconnut immédiatement comme étant celui des archives de sa famille, ces archives qu'elle avait un jour fait détruire pour effacer une part de son histoire. Et lorsqu'elle sentit cette odeur flotter dans l'air, ses yeux s'égrandirent d'une terreur muette. Mireille, au même moment, murmura doucement, presque pour elle-même, « Vous ne pouvez plus fermer ce qui a été ouvert. » Ces mots, simples mais terribles, se répandirent dans la maison comme un souffle glacé. À partir de cet instant, la rupture devint inévitable. Quelque chose, lié à la marquise, au papier, au grenier et peut-être à la présence silencieuse de Mireille, était sur le point d'émerger. Ce qui se produisit dans les jours qui suivirent la montée de cette étrange odeur venue du grenier demeure encore aujourd'hui enveloppé d'un voile d'incertitude, car aucun témoin n'a jamais pu expliquer avec certitude ce qu'il vit ou ressentit. Et chacun, avec le temps, finit par mêler ses propres impressions à la réalité des faits. Pourtant, tous s'accordent sur un point essentiel. À partir de cette soirée où Mireille prononça les mots « Vous ne pouvez plus fermer ce qui a été ouvert », le domaine de Rochebrune cessa d'être un lieu soumis aux lois ordinaires, pour devenir un espace où le passé, la mémoire et une force difficile à définir semblaient s'entrecroiser dans une lente tourmente. La marquise Éléonore de Valbreuse, autrefois figure d'autorité absolue, fut dès lors envahie par une agitation presque fiévreuse. Elle passait de pièce en pièce comme si elle poursuivait une présence invisible, murmurait des phrases incohérentes lorsqu'elle croyait être seule, et à plusieurs reprises, on la surprise en train de gravir les marches du grenier pour en redescendre aussitôt, terrifiée, ses mains tremblantes agrippant la rampe.
Certains domestiques affirmèrent qu'elle avait commencé à éviter les miroirs, murmurant que quelque chose s'y reflétait différemment, tandis que d'autres rapportèrent l'avoir vue s'arrêter brusquement au milieu d'un couloir pour écouter un son que personne d'autre n'entendait. La maison elle-même semblait changer. Des courants d'air froid glissaient dans les escaliers, malgré la chaleur persistante, des éclats de lumière apparaissaient dans les pièces fermées, et chaque nuit, presque à la même heure, les chiens se rassemblaient doucement devant la porte du grenier, silencieux, comme s'ils attendaient un signal. Mireille, au milieu de cette tension croissante, demeurait d'un calme presque surnaturel, observant la marquise avec une attention mélancolique, non pas triomphante, mais comme si elle comprenait la trajectoire d'une tragédie qui se déroulait inexorablement. Ses gestes devinrent plus mesurés encore, et il arrivait, selon plusieurs témoignages, qu'elle pose la main sur les murs de la maison avec une douceur étrange, comme si elle cherchait à apaiser quelque chose qui s'y agitait. Un matin, alors que la brume blanche couvrait tout le domaine, la marquise réunit précipitamment le personnel pour annoncer qu'elle avait pris une décision nécessaire. Elle avait l'intention de quitter Rochebeam définitivement et de vendre les terres, car, selon ses propres mots, la maison refuse désormais son propriétaire. Cette déclaration, inattendue et presque insensée, fit frémir les domestiques, mais leur stupeur redoubla lorsqu'Éléonore affirma que la présence de Mireille sur le domaine était la cause première de la rupture, et qu'elle exigerait qu'on l'éloigne avant son départ. Cette exigence provoqua une réaction immédiate chez les chiens, qui se levèrent simultanément dans la cour comme s'ils avaient entendu des mots qu'ils comprenaient. La marquise, voyant ce mouvement soudain, blêmit visiblement, mais poursuivit d'un ton plus nerveux encore, affirmant que la jeune femme devait quitter les lieux avant la tombée du jour. Mireille, à ces mots, ne répondit pas immédiatement, se contentant de regarder longuement la marquise, un regard non pas de défi, mais de compréhension, comme si elle voyait dans cette demande la conclusion inévitable d'un long processus. Lorsqu'elle répondit enfin, sa voix était douce, presque triste. « Je partirai si vous le souhaitez. Mais sachez que ce domaine ne vous retient plus, et ne me retient pas davantage. Ce qui s'est éveillé ici n'a pas besoin de murs pour exister. » Ces mots, si simples et si désarmants, déclenchèrent chez Éléonore un mouvement de recul, comme si elle avait reçu une vérité qu'elle refusait d'admettre. Elle ordonna que la jeune femme quitte le domaine immédiatement, au milieu des exclamations choquées des domestiques. Mais au moment même où cette injonction fut prononcée, un phénomène inattendu survint. Un souffle d'air glacial traversa la grande salle, les fenêtres tremblèrent, et dans le lointain, le grenier émit un craquement profond, lourd, comme si une force ancienne y bougeait. La marquise, paniquée, tenta de sortir, mais la porte principale refusa de s'ouvrir malgré toutes ses forces. C'est alors que, selon les récits les plus cohérents, la maison tout entière semblait retenir son souffle, un instant suspendu où ni les domestiques, ni Mireille, ni les chiens ne bougeaient, comme si le domaine observait ce qui allait se produire. Puis, lentement, la porte céda, non pas sous la pression de la marquise, mais comme si elle choisissait d'elle-même d'accepter son départ. Tremblante, Éléonore franchit le seuil sans se retourner, laissant derrière elle ses terres, ses objets, ses papiers, et un domaine qu'elle a tenté de maîtriser sans jamais en comprendre la véritable nature. Elle s'éloigna ainsi de Rochebrune, escortée par deux valets, le visage livide, tandis que Mireille restait immobile au centre de la cour, entourée des chiens. Le silence qui suivit le départ de la marquise fut à la fois lourd et libérateur, comme si une tension accumulée pendant des mois s'échappait enfin. Le personnel, perdu entre soulagement et crainte, observa alors un phénomène que tous décrirent de la même façon. La brume, qui n'avait cessé d'envelopper les lieux durant les semaines précédentes, se dissipa soudainement, révélant un ciel clair, presque translucide, et une lumière étrangère d'une douceur inattendue. Les chiens, d'un mouvement lent, se dispersèrent autour de Mireille, puis allèrent se coucher dans la cour comme s'ils venaient d'accomplir quelque chose de précis. La jeune femme, elle, regarda longuement la façade du domaine, puis se tourna vers le personnel réuni, déclarant simplement qu'elle partirait le lendemain au lever du jour. Personne ne tenta de la retenir, non pas par indifférence, mais par respect, comme si tous savaient instinctivement que son rôle ici était achevé. Au matin, fidèle à sa parole, Mireille se leva avant l'aube, traversa la cour silencieuse et se présenta devant la grille du domaine. Les 6 chiens se rassemblèrent naturellement à ses côtés, formant autour d'elle une escorte apaisée. Aucun domestique n'osa briser le silence pour lui dire adieu. Ils se contentèrent de la regarder s'éloigner, portant avec elle une part du mystère de Rochebrune, tandis que les premiers rayons du soleil caressaient les herbes hautes du chemin.
On raconte que lorsque Mireille atteignit la lisière du bois, elle se retourna une dernière fois, non pas pour saluer, mais pour contempler le domaine comme on regarde quelque chose qui a vécu une transformation profonde. Puis, elle reprit sa marche, disparaissant entre les arbres, suivie par les chiens qui la secondaient sans hésiter. Après son départ, le domaine de Rochebrune connut un changement progressif. Les phénomènes étranges cessèrent, la maison retrouva son calme, et le personnel, sans comprendre ce qui s'était réellement joué, s'accorda sur un point. L'ordre ancien avait disparu en même temps que la marquise et la jeune femme. Le domaine fut finalement vendu, des années plus tard, mais jamais réoccupé durablement. Ceux qui tentèrent d'y s'y installer affirmaient ressentir une présence paisible mais indéfinissable, comme un souvenir silencieux. Quant à Mireille, son nom disparut des registres, mais certaines légendes régionales mentionnent, au fil des décennies, une femme marchant accompagnée de chiens silencieux, aperçue dans différentes régions, sans jamais s'attarder. Les histoires varient, mais tout évoque la même silhouette tranquille, comme une ombre qui traverse le monde sans appartenir à aucun lieu. Et ainsi se termina l'histoire de Rochebrune, non pas dans le fracas ou le drame, mais dans un silence profond, celui des choses qui, ayant été révélées, n'ont plus besoin de se manifester.